Bonsoir Valerio Emanuele. Bonsoir. Vous êtes professeur de tennis, mais aussi docteur en sciences du langage à l'Université de Paris-Pontoise et l'Université de Palerme. Vous avez associé vos deux passions, le tennis et la langue française, pour écrire ce dictionnaire du tennis. C'est aux éditions Honoré Champion. C'est une mine d'informations, une bible qui fourmille d'anecdotes passionnantes, même quand on n'est pas amateur de tennis. C'est pas une obligation, on apprend plein de choses. On découvre par exemple l'origine du mot tennis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas anglais, le mot tennis. Non, effectivement, c'est un mot français. L'origine de ce mot se situe au Moyen-Âge, et plus précisément à l'époque du jeu de paume. Et à l'origine, il s'agit de la conjugaison du verbe tenir à l'impératif. Il faut savoir en effet qu'au jeu de paume, le serveur, avant d'envoyer la balle, pour être sûr que le relanceur soit prêt pour la recevoir, il disait « tenez » ou tenez, car à l'époque, très probablement, on prononçait le Z. Et donc, le mot tenez, lorsque le jeu de paume est arrivé en Angleterre, au cours du XIIIe siècle, a été remanié par les Anglais et il est revenu dans l'Hexagone, quelques siècles plus tard, sous la forme tennis. D'accord, incroyable formule de politesse finalement quand on envoyait sa balle au jeu de paume qu'on a vu à l'écran. Autre marque du français, le fameux ace. Donc quand on sert et que l'adversaire n'arrive pas à toucher la balle, eh bien ça non plus, c'est pas anglais. Sapristi. C'est une hypothèse, donc il faut savoir également, c'est encore le jeu de paume qui nous fournit la réponse. Au jeu de paume, il y avait un coup qui était appelé coup d'ace. Ace qui s'écrit A-I-S et qui s'est prononcé très probablement comme le mot anglais. Et c'est du vieux français finalement. C'est un mot français, exactement. Et donc il s'agit, le coup d'ace, c'était une volée envoyée sur une planche de bois située derrière le côté du serveur. Donc c'était un coup d'exception. Un coup d'exception sur une planche de bois. Exactement. En vous lisant, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours entre le français et l'anglais. Malgré tout, on a quand même l'impression que c'est l'anglais qui gagne. On parle souvent de lift, de smash, de lob. Ça a toujours été comme ça ? Bon, il faut dire que lorsque le tennis arrive en France, il y a tout un contingent de mots anglais qui s'incrustent dans la langue de Molière. Vous avez bien évoqué le lift, il y a aussi le lob, le tie-break. Oui, le tie-break, c'est vrai. Mais il faut dire qu'il y a des mots qui se sont bien intégrés. On parle en linguistique de lexicalisation. Donc, c'est des mots qui ont pris leurs lettres de naturalisation et qui ont engendré de dérivés. Par exemple, pour le mot lift, on a le verbe lifter et le substantif lifter, mais il y a aussi des mots qu'on a traduits. Par exemple, à Roland-Garros, on le voit très bien, on ne dit pas tie-break, mais on dit jeu décisif. On ne dit pas... Jeu décisif. Exactement. Ouais. Les arbitres annoncent jeu décisif. Il y a d'autres mots comme ça, oui, qui ont été francisés. On ne dit pas let ou net pour indiquer la répétition de la balle au service, mais on dit filet. On ne dit pas out, mais on dit faute. Et puis, plus étonnant, on utilise aussi l'arabe. En tout cas, on s'inspire de certains mots arabes qui ont donné ensuite des mots qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. On dit d'ailleurs que la raquette a été transportée en Occident par les chevaliers qui ont participé aux croisades. Donc effectivement, le mot raquette dérive du mot arabe raha, qui indique la paume de la main. Donc la raquette, effectivement, est une extension de la paume. Et après, ce mot arabe a été repris en latin sous la forme racheta, en latin médiéval. Et c'est grâce à la médiation du latin qu'on a eu l'espagnol raqueta, l'italien raquetta et le français raquette. Alors, votre dictionnaire, on le voit, compile des milliers de mots, mais pas seulement des mots, puisque vous recensez aussi des expressions qu'on utilise parfois dans la vie de tous les jours. Et la surprise, on découvre qu'elles sont, elles aussi, issues du vocabulaire tennistique. Plus précisément du jeu de paume. Par exemple, le mot balle a fourni beaucoup d'expressions à la langue française qu'on utilise tous les jours sans forcément s'apercevoir de leur origine sportive. Comme saisir la balle au bon. Exactement. Ou même enfant de la balle. Un enfant de la balle qui vient du jeu de paume, ou encore se renvoyer la balle, ou la balle est dans l'autre camp. Et en préparant cette émission, justement, vous nous parlez de balle. Eh bien, on vous a demandé si vous aviez un mot préféré parmi tous les mots de votre dictionnaire. Et vous avez cité ce mot, balle. C'est un mot qui a plein de signifiants. C'est ça qui vous plaît ? C'est un mot, pour moi, c'est un mot-clé. C'est un vecteur
essentiel de la performance tennistique. Il ne faut pas oublier que la raquette a été introduite tardivement au cours du XVIe siècle, alors que la balle, elle a toujours été là à l'époque du jeu de paume. Et donc c'est un mot qui a fourni beaucoup d'expressions à la langue française. Et puis aussi la terminologie militaire. La terminologie militaire, il suffit de regarder tous les synonymes qu'on a en langue française pour envoyer une balle rapide, pour se rendre compte de cette composante militaire. On dit envoyer une mine, des rafales, des ogives, des pétards, des bombes, des boulets de canon. Donc c'est un mot extrêmement riche. Et alors, justement, vous parlez de cette terminologie pour parler de la balle qui peut tuer. Et alors, j'ai appris en lisant votre livre qu'une balle de tennis avait déjà tué. On est en 1983 et c'est le jeune joueur suédois Stefan Edberg qui est au service. Racontez-nous. Exactement. Malheureusement, il était encore junior à cette époque-là, à l'Open des États-Unis, et il a envoyé une balle qui a frappé un juge de ligne. Les juges de ligne, donc c'est les arbitres qui sont au fond du cours et qui annoncent les balles en correspondance des lignes du terrain. Et cette balle a frappé ce juge-là. Cette balle l'a frappé, donc le juge de ligne est tombé au sol et malheureusement, il est décédé plus tard à l'hôpital. Il y a des histoires infinies dans la balle. Il faut évidemment lire le dictionnaire pour les glaner toutes. Je voulais revenir sur la couleur des balles. On découvre dans votre livre aussi qu'elles n'ont pas toujours été jaunes. Non, auparavant, la balle était blanche. Donc c'est à partir de l'année 1972 qu'on a changé de coloration et on a adopté cette couleur jaune fluo afin que la balle soit plus facilement identifiable sur un écran couleur, quelle que soit la surface. Ah, donc à l'époque où, en gros, les tournois de tennis sont diffusés à la télévision, c'est ça? Oui, à partir de l'année 1972, on a changé de couleur, mais avant, on utilisait la couleur blanche, qui reste toujours acceptée par le règlement. D'accord, donc c'est pour mieux voir la balle. Bon, en revanche, ça n'empêche pas de tricher, d'avoir une balle jaune. On le découvre à la page I de votre livre. I pour incroyable, mais vrai. Vous racontez que durant un match, Jimmy Connors, qui est l'ancien numéro 1 mondial américain, efface tout simplement la marque laissée par la balle sur le court. Effectivement, avant que l'arbitre puisse vérifier la marque laissée par la balle, Connors il s'est rendu sur le terrain de l'adversaire et il a effacé la balle avec son pied. Mais ce n'est pas le seul joueur irrévérencieux et tricheur vis-à-vis de ses adversaires. Il faut savoir aussi que le Roumain Ilie Nastase à Roland-Garros en 1977, il était opposé à l'Italien Panatta qui venait de gagner Roland-Garros l'année précédente et donc qui était l'homme à battre. Et donc Nastase, il décide, pour déstabiliser son adversaire, d'utiliser une stratégie insolite. Il se procure un objet qu'il cache dans son sac et une fois le match commencé, sous prétexte de changer sa raquette, il ouvre son sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Le contenu s'avère être un chat noir. Or, et il lance un chat noir sur le court. Sur le terrain, oui. Et il faut savoir que son adversaire Panatta était très superstitieux, donc je vous laisse imaginer sa réaction lorsque le chat fonce sur le terrain directement vers les Italiens. Bon, plein d'autres anecdotes dont fourmille ce dictionnaire. Voilà, dictionnaire du tennis, c'est aux éditions Honoré Champion. Rapidement, peut-être avant de clore cette interview, vous allez nous donner votre pronostic. La deuxième demi-finale homme a lieu en ce moment à Roland-Garros. C'est le Serbe Novak Djokovic qui joue contre l'Autrichien Dominic Thiem. Un pronostic? Je pense que Djokovic va gagner. Et vous pensez qu'il pourra battre Nadal, le roi Nadal? C'est très difficile. Quand on a 11 Roland-Garros dans la poche, c'est difficile de penser que quelqu'un pourra battre Nadal. Bon, et on verra ça. On va suivre ça de près. Merci à vous. Merci Valério Emmanuel. Et tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient ce soir sur la crise des urgences. C'est dans l'air est intitulé Urgence surchargée, patient en danger. Ne bougez pas, c'est tout de suite. Et moi, je vous dis à lundi.